Bonsoir, messieurs et dames. Merci de nous rejoindre à ce JDS, journal du dimanche au soir, qui, aujourd'hui, sera marqué par ces sujets. Financement endogène. Le lancement de l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire est prévu pour demain 12 juin. Un modèle économique plus adapté au développement du pays des hommes intègres. C'est en tout cas la dynamique que veut impulser cette agence, dont nous allons faire mieux connaissance, avec notamment son directeur général, Karim Traoré, qui est notre invité. Et puis le Sénégal, sur des braises, comprendre ce qui s'y passe, comprendre les positions tranchées d'aujourd'hui sur la suite politique pour le président Macky Sall ou encore le rejet de la condamnation d'Ousmane Sonko. Élément de réponse avec des Sénégalais vivant au Burkina Faso, Mamadou Diarra que nous aurons, secrétaire général des Sénégalais vivant au Burkina Faso, mais aussi le représentant du PASTEC, parti d'Ousmane Sonko. Et nous allons parler aussi sport dans ce JDS. La Ligue des champions, on sait que c'était hier, et Manchester City qui a conjuré le sort en remportant la première coupe aux grandes oreilles de son histoire. C'était face à Milan 1-0. On va revenir en décryptage sur tout cela avec Claude Romba. Mais nous allons aussi aborder d'autres sujets comme le cas de Mohamed Lamine Ouattara qui évolue en Algérie et qui est dans une situation assez difficile dans son club, laquelle, en tout cas, rester fidèle à ce temps que nous aurons à passer ensemble, JDS, pour le décryptage de toutes ces actualités. La première des rubriques, c'est celle économie. Et nous l'annoncions en titre, l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire, APEC en abrégé, sera lancée demain avec un certain nombre donc de projets qui ont été retenus, 4 au total. Mais déjà lundi, il y a eu un point de presse qui a été organisé pour donner le détail sur ce qu'est cette structure-là, ses missions. On y revient avant un échange sur ce plateau. Pour un modèle économique endogène et inclusif qui permettra à tous les Burkinabés de prendre part à la création et au partage de la richesse, les autorités de la transition lancent la création de l'APEC, l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire. Elle a pour mission d'identifier les projets d'entreprises communautaires dans les secteurs comme l'agriculture, l'élevage, l'agroalimentaire, le textile et les mines. Ensuite, l'APEC assure le financement par l'actionnariat populaire. Selon Karim Traoré, directeur général de l'APEC, pour le moment, un premier lot de 4 entreprises sera lancé. Pour la première phase, nous allons lancer 4 entreprises. Il y aura d'abord l'extension de la société Faso Tomate avec 2 nouvelles usines, notamment à Bobo et à Tenkodogo. Une société minière d'exploitation semi-mécanisée de l'or sur 3 sites. Et un projet de mécanisation et d'intensification agricole. Il sera donc créé une centrale d'achat des produits locaux qui centralisera toutes les productions ainsi faites, de sorte à maîtriser la distribution de nos produits locaux. Ces entreprises interviennent dans l'intensification et la mécanisation de la production agricole et l'élevage, dans la transformation des matières premières ainsi que la production minière. Les bénéfices dégagés par ces entreprises sont ainsi redistribués aux membres investisseurs proportionnellement à leur souscription, à laisser entendre Karim Ouedraogo. Ce modèle d'investissement nous garantit au moins 3 valeurs. La souveraineté alimentaire, l'autosuffisance donc, la souveraineté économique à travers l'investissement dans des secteurs stratégiques pour les populations, le développement endogène et inclusif. Ces entreprises sont exclusivement financées par les Burkinabés, résidents et de la diaspora bien entendu, et les richesses créées sont redistribuées aux populations burkinabées par des bénéfices à rapatrier hors du pays. Pour Aziz Nian, président du conseil d'administration de la société coopérative Bâti l'Avenir, avec l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire, les compétences nationales pourraient être mises en valeur. Le Burkina Faso pourra éviter alors la fuite des capitaux. Il y a un projet, tout le monde est associé. À la base, tout le monde est associé. Celui qui a une initiative, tant qu'on a les compétences nationales, locales ici, là, on parle à l'étranger. L'objectif, c'est ça, le développement endogène et inclusif. Tant qu'il y a la compétence locale ici, on ne va pas aller chercher quelqu'un à l'étranger. Voilà, ça, il y aura toujours fuite de capitaux. C'est ce qu'on est en train de combattre. On veut créer de la richesse et créer des emplois. Voilà. Tous ceux ou celles qui ont des initiatives de développement endogène peuvent approcher l'APEC pour voir les faisabilités.
Le lancement officiel du programme de l'entrepreneuriat communautaire aura lieu le 12 juin prochain. Selon Karim Traoré, ça sera l'occasion également pour le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, de faire la première souscription au panier de projets suivis de celle des membres du gouvernement et des présidents d'institutions. L'APEC donc, l'agence dont les projets, les 4 seront lancés officiellement demain, mais il faut préciser que l'agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire a été créée le 21 mars 2023. Nous recevons justement son directeur général, Karim Traoré. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Merci d'être avec nous. Nous sommes aussi, voilà, comme on parle économie, on est rejoint par celui qui anime cette rubrique avec moi. Bonsoir David Nana. Bonsoir Geoffroy, bonsoir aux téléspectateurs du Truc TV. On y est, on a le reportage qui nous met les pieds dans les plats parce qu'on a déjà assez de détails sur l'agence. On est là encore pour des compléments d'information. Il ressort qu'il y a d'abord un constat, c'est que le modèle économique que nous avons depuis les indépendances n'est pas forcément adapté au Burkina et à son chemin de développement. Maintenant, la grande question qu'on se pose, l'APEC concrètement, au-delà de ce qu'on a entendu, on parle du caractère communautaire de l'approche et tout, le fait d'être auto-centré en termes de développement, mais concrètement, l'APEC aura quoi en termes d'innovation, de différent avec tout ce qu'on a vu avant? Merci pour l'occasion que vous me donnez de m'exprimer donc sur le lancement du programme de l'entrepreneuriat communautaire au Burkina Faso. Alors, vous conviendrez avec moi que si les modèles qui étaient proposés depuis maintenant plus de 60 ans, s'ils avaient été adaptés à nos réalités, on en serait bien loin de l'état de pauvreté dans lequel on est aujourd'hui. La principale innovation que l'APEC apporte, c'est que nous identifions des projets qui peuvent toucher le plus grand nombre de personnes, parce que à quelque part, il y a certains qui produisent, qui n'ont pas de débouchés, et qui vendent la matière première brute à des vil prix, parce qu'il y en a aussi qui abandonnent puisqu'il n'y a même pas de marché, et donc aujourd'hui on ne crée pas de valeur ajoutée suffisante. Deuxièmement, il faut quand même noter que le tissu industriel, lorsqu'il se développe, ça crée énormément d'emplois. Et enfin, aujourd'hui, l'essentiel du tissu industriel est détenu par quelques groupes privés, donc qui se partagent les dividendes au détriment du reste de la population. Notre innovation majeure consiste à utiliser ce qu'on appelle l'outil de l'actionnariat populaire. Donner l'occasion à chaque Burkinabé donc d'utiliser juste 10 000 francs en partant pour être actionnaire dans des grandes entreprises. Ça n'existe pas, en tout cas sous le format actuel. Donc c'est, on va dire, notre innovation majeure, c'est d'identifier des projets stratégiquement importants pour le pays, notamment pour des questions de dépendance exagérée vis-à-vis de l'étranger pour certaines denrées alimentaires, et d'organiser le financement qu'on va prélever donc directement auprès des populations sous forme d'investissement avec retour sur investissement. Donc c'est ça l'innovation majeure. D'accord. David. Justement, vous parlez de retour sur investissement et là on parle d'un actionnariat populaire, ce qui suppose que chacun engage ses ressources. Donc il veut être sûr que ce qu'il met va être viable, donc dans une certaine rationalité. Comment vous allez faire pour sélectionner ces projets qui vont être retenus? Quel est le critère de sélection, ou devrais-je dire quelle est l'éligibilité des projets qui vont être retenus? Disons le tout net, il n'y a pas de critère d'éligibilité a priori. Les seuls projets illégitimes qui ne sont pas éligibles, c'est simplement les projets portés par des particuliers qui ne souhaitent pas l'adhésion des autres Burkinabés. C'est-à-dire qu'il veut porter le projet en tant que privé personnel. Mais dès que vous acceptez le principe que tous les Burkinabés puissent prendre part à l'actionnariat de votre projet, il est a priori éligible. Alors, il faut noter que nous choisissons nos projets en tenant compte d'un certain nombre de critères. C'est des projets qui peuvent assurer un minimum de rentabilité. Ces éléments seront versés sur la plateforme pour que les gens puissent regarder avant de souscrire. Ces entreprises
sont aussi des entreprises totalement gérées exactement conformément aux lois du Burkina, et donc avec une gouvernance qui est totalement transparente, avec la possibilité donc des investisseurs de demander donc de la redevabilité. Donc aujourd'hui, nous assurons un certain niveau de rentabilité, pour la simple raison que vous conviendrez avec moi que par le passé, il y a eu énormément d'études de faisabilité dans beaucoup de secteurs d'activité. Ça veut dire qu'on a conscience qu'il faut explorer. Enfin, la majeure partie de ces études ont été rangées dans les tiroirs. Aujourd'hui, nous avons obtenu de l'administration de nous accompagner avec tout ce qui est administratif, de sorte à ce que lorsque vous mettez vos 10 000, vos 20 000, vos 100 000 francs, ils puissent être dédiés directement à la construction d'une usine plutôt que dans des études encore qui mettent énormément de temps et qui consomment énormément de ressources. Donc aujourd'hui, nous sommes plus sur une dynamique de faire en sorte que l'investissement puisse être le plus productif possible, en évitant donc les frais administratifs très élevés. Et c'est pour ça que dans notre modèle, effectivement, on essaiera, dès qu'on collecte une partie des ressources, on commence déjà à investir et on demande 2 ans de différer à l'investisseur le temps que l'entreprise puisse prendre réellement son envol et commencer à distribuer des dividendes. Avec la paix, comment ça se passe? Parce que tout à l'heure, vous disiez, vous regardez des secteurs dans lesquels vous évitez qu'il y ait un genre peut-être de monopole gênant. C'est-à-dire que c'est des gens qui viennent de l'extérieur, mieux organisés, qui mettent le grappin sur tout. Donc, comment ça va se passer? Vous regardez dans certains secteurs, vous vous dites, là, il faut qu'on ait des projets en ce sens-là. Vous les encouragez, ou bien vous regardez dans des projets et les gens viennent vous, il y a de l'incitation. C'est ce que je veux comprendre. Oui. Quel est le modèle? Il y aura de l'incitation à avoir des initiatives dans des secteurs bien précis, ou bien c'est sur les palettes de projets que les gens viendront vous proposer? Alors, donc, il faut noter que notre modèle est construit déjà autour de 5 secteurs que le gouvernement a déjà définis, tels que vous le rappeliez dans votre élément. Le secteur agricole emploie près de 80% de la population. Et donc aujourd'hui, le fait, malgré nos potentialités énormes en ressources, en termes de terres cultivables, que nous soyons aujourd'hui en train d'importer la plupart de nos denrées n'est pas normal. C'est pourquoi le gouvernement a voulu que nous soyons effectivement un acteur majeur dans ce secteur-là, qui n'a pas forcément une oreille attentive en termes d'obtention de financement auprès des autres secteurs. Alors, donc, l'élevage, bien évidemment, vous comprendrez la stratégie qui est déployée. Enfin, on a aussi les secteurs de la transformation, le secteur des mines. Et aujourd'hui, l'idée qui sous-tend aussi l'APEC, la création de l'APEC, c'est que il faut que les Burkinabés commencent à s'approprier progressivement leurs ressources. Elles sont essentiellement exploitées par des groupes privés aujourd'hui, et les Burkinabés eux-mêmes ne se contentent que de salaires et de quelques impôts. Donc le fait pour les Burkinabés eux-mêmes, parce que celui qui finance contrôle, et puis celui qui finance gratte donc le meilleur bénéfice. Et donc si nous nous organisons nous-mêmes pour financer, ça veut dire que c'est nous-mêmes qui allons recevoir les dividendes. D'accord. Donc aujourd'hui, notre modèle ne permet pas de porter des projets privés. Mais par contre, des personnes peuvent nous approcher parce qu'ils ont identifié une matière première stratégique ou importante, ou une matière de substitution. Si aujourd'hui l'huile alimentaire, par exemple, à base de la graine de coton ne suffit plus, ou bien son prix est élevé, si quelqu'un vient nous dire, vous savez, le sésame aussi, on a la possibilité de presser et de faire de l'huile alimentaire de bonne qualité et de faire des produits dérivés avec le reste, comme des biscuits ou autres. Nous approchons cette personne pour voir comment il souhaiterait entreprendre. Si c'est une ouverture qu'il nous donne, nous ficelons le projet et nous le soumettons à toute la population qui le finance, et on installe les presses. Ça donne du marché aux producteurs de sésame, et en même temps ça fait des emplois, ça fait de la richesse pour ceux qui ont investi. Et des débouchés pour les producteurs aussi. Oui, absolument. Un débouché
pour les producteurs. On vous écoute et puis en même temps, certaines questions jaillissent à l'esprit. On sait qu'une entreprise, lorsqu'elle se crée, le souhait est qu'elle puisse résister. C'est d'ailleurs ce qui cause l'un des problèmes dans le financement de l'entrepreneuriat, notamment la garantie. Là, on a parlé de 2 ans. On voudrait savoir comment la PEC constituer cette garantie-là. Parce que, ou bien on porte le risque, comment ça va se faire pour ces garanties? Et j'ai peut-être pas bien saisi si vous parlez de garantie demandée par la banque pour financer un projet. Parce que la garantie de rentabilité. Non, pas la rentabilité, parce que là, on est dans l'actionnariat populaire. Oui. Maintenant, quoi qu'on va dire, c'est chacun, selon l'épargne qu'il peut, viendra prendre une partie du projet et en étant un peu propriétaire. On dira comme ça. Il sera copropriétaire et c'est sur cette base-là qu'il sera rémunéré. C'est l'actionnariat et c'est comme ça. Exactement. Mais lorsqu'on a fini de mettre l'argent ensemble, lorsque ça ne va pas, très souvent, c'est la garantie qui permet à chacun de pouvoir retrouver même un minimum. Ah, ok, d'accord. Ah, d'accord. Oui. Non, bon, c'est pourquoi vous verrez que dans notre modèle, dans un premier temps, nous avons noué un partenariat stratégique avec une coopérative. Ok. Parce qu'à l'étape actuelle, nous n'avons pas l'agrément pour aller directement collecter l'argent auprès des ménages. Et donc, ce qu'on fait, on passe par une coopérative qui enregistre des membres. Et la loi donne l'autorisation à ces membres donc de se mobiliser en termes de ressources pour financer les projets et les secteurs d'activité inscrits sur leur objet social. Alors donc l'État vient pour encourager ce mode d'entrepreneuriat en mettant tous les moyens en œuvre pour garantir qu'au bout de 2 ans, que les gens puissent commencer à percevoir effectivement des dividendes. Tel que nous montons les projets, on va dire garantie de rentabilité, nous avons été tentés dans un premier temps de garantir un certain taux. Parce que les secteurs dans lesquels nous investissons et les frais que l'État engage déjà permettent à ces projets d'être rentables très vite. Okay. Voilà. Donc, et en plus, vous noterez que dans notre modèle, le souhait est qu'aujourd'hui, on annonce un projet, on pose la première pierre et 2 ans après, vous pouvez encore vous demander où est passé le projet. Dans notre cas, en réalité, dès que les premières souscriptions commencent à entrer et qu'avec nos outils de pilotage, on se rend compte que le capital sera bouclé, les premières actions commencent. C'est pour ça que, par exemple, nous comptons déjà monter 3 à 4 usines avant fin 2023, ce qui est très ambitieux, mais parce que nous savons effectivement qu'il y aura de la mobilisation derrière. C'est vrai que l'implication de l'État, pour certains, c'est déjà un gage sûr. Vous disiez, et ça je l'ai noté lors du point de presse du 5 juin dernier, vous disiez que la PEC va prendre une participation minoritaire pour assurer une surveillance. C'est ça. Dans la plupart de ces projets-là. Bon, enfin, dans tous ces projets-là. Ce n'est pas la part le plus important, mais c'est de quelle surveillance là on parle? Alors, disons qu'il est un peu périlleux pour l'État aujourd'hui d'inviter les Burkinabés à aller adhérer au capital d'une société privée sans lui donner des garanties. Il en parlait justement. C'est ça. Voilà. Donc, en fait, l'État ne peut pas spontanément aller demander à regarder dans les comptes de sociétés privées, sauf si l'État porte des parts. Donc, ici, c'est un outil stratégique qui permet à l'État donc de garantir la bonne gestion des ressources qui sont collectées. C'est pour ça que vous verrez justement que les ressources collectées ne sont pas gardées par la société coopérative. Voilà, c'est dans les comptes du Trésor qu'elles sont gardées et maintenant la sortie est extrêmement contrôlée pour s'assurer, suivant un process qui est arrêté, que cet argent va directement dans l'investissement productif. Donc l'entrée de l'État donne la garantie. Vous convenez avec moi que le Burkina a quand même connu quelques expériences à main en termes d'investisseurs privés qui viennent, qui collectent les ressources des populations et après on ne sait pas où ils sont passés. Aujourd'hui, l'État donne déjà cette garantie pour dire non, nous-mêmes, nous portons déjà, nous donnons notre image pour vous rassurer que ces projets sont totalement différents. D'accord, David. Alors c'est un projet qui ça vraiment mûri, hein. On a mené des études. Est-ce que on a des objectifs chiffrés à court et moyen terme quant au nombre d'entreprises qu'on souhaite avoir d'ici un petit bout de temps? Bien évidemment, c'est un programme en démarrage. Nous sommes obligés de fonctionner sur la base d'hypothèses. Si on a 100 000 Burkinabés tout de suite, si on en a 500 000, si on a 1 million, si on a 10 millions, vous voyez que très rapidement les chiffres peuvent évoluer. Mais même sur des hypothèses basses,
ne serait-ce que sur le secteur agricole, nous projetons en 2 ans la création d'1 million d'emplois. Ils ne sont pas un chiffre qui est balancé comme ça. Vous regardez par région, les régions où aujourd'hui on a la possibilité effectivement de faire du forage et de faire de l'irrigation sur la base d'équipements solaires. Vous mobilisez autour de chaque forage une dizaine de personnes, les ménages au Burkina, parce que nous, on a pris un peu le contre-pied de ce qui se faisait avant comme projet de développement en faisant des grands espaces irrigués. Nous allons aller directement sur les exploitations familiales et lorsque votre superficie n'atteint pas donc un niveau critique pour que vous puissiez gérer les kits seul, on vous regroupe autour donc d'un forage qui permet d'irriguer une certaine superficie et on vous permet donc de rembourser le kit là sur 3 à 5 ans. Et donc autour de chaque forage comme ça, on retrouvera une dizaine de personnes qui sont employées à plein temps, plutôt que d'être employés sur 3 mois pendant la saison pluvieuse. C'est véritablement de mettre l'eau à la disposition des agriculteurs 12 mois sur 12. Et donc avec des projections de 100 000 forages équipés, vous voyez bien que les chiffres tiennent la route. Donc voilà grosso modo comment nous fonctionnons. D'accord. On voit que c'est le 5 juin, le même jour du point de presse. Vous avez été reçu par le président. Oui. Je pense que quand c'est comme ça, c'est le moment d'orientation, très clair qui sont donnés. De façon résumée, c'est quoi ces orientations? Pour les orientations, vous savez que l'APEC est véritablement la traduction de sa vision, où lui, personnellement, il pense que le Burkina n'est pas pauvre. On commence à être d'avis avec lui. Il pense seulement qu'on ne s'y prend pas bien. Et alors aujourd'hui, très clairement, il souhaiterait que les projets majeurs du Burkina puissent mobiliser les intelligences burkinabées, les ressources burkinabées, pour impulser donc la dynamique à ces projets, les réaliser par nous-mêmes et en tirer les bénéfices nous-mêmes. Donc il nous a encouragés à être créatifs, à être transparents et à jouer pleinement la redevabilité. Le Burkinabé, comme tout le monde, voudrait que lorsqu'il met un franc quelque part, à tout moment, que celui qui l'utilise puisse justifier son utilisation. Et donc, deuxièmement, il a dit d'insister et de creuser parce qu'il y a de vraies opportunités. Nous étions un peu surpris que lui-même, il donne des indications en termes de matières qu'on peut transformer sur place pour donner du marché aux mamans, aux enfants, aux jeunes qui font de la production en région et aussi des emplois pour les jeunes qui vont sortir des écoles. Il est focus sur la possibilité de créer un marché pour les productions, d'intensifier la production agricole et de créer des emplois par la mise en place donc de ces unités-là et de sorte aussi à créer effectivement de la richesse pour les investisseurs burkinabés. D'accord. Et c'est une question pour des questions de compréhension. Là, on parle du financement endogène et puis inclusif, mais on a aussi une grande majorité des burkinabés qui ne résident peut-être pas au pays. Qu'en est-il de ces personnes-là s'ils sont désireuses de prendre par exemple des parts dans ces projets-là? Est-ce que c'est possible? Nous accordons une place particulière et vraiment prépondérante à la diaspora. Pour les tests qu'on a réalisés avant le lancement du projet, on a été surpris de voir leur engouement. Il y a déjà des dates qui sont prises parce que dès que nous aurons lancé la première phase qui va consister à mobiliser l'actionnariat populaire au Burkina, immédiatement nous irons donc vers les Burkinabés de l'étranger pour faire le même lancement et mobiliser les ressources parce qu'il y a beaucoup d'entre eux qui sont vraiment désireux d'investir au pays. Après des mésaventures qu'ils ont connues, aujourd'hui, ils sont plus sceptiques à envoyer de l'argent. Donc, nous leur offrons une opportunité exceptionnelle aujourd'hui de pouvoir, depuis l'étranger, prendre part au projet majeur donc, du Burkina. Mais tout à l'heure, dans l'élément, vous disiez qu'aucun fonds ne va repartir à l'extérieur. Si l'argent est quitté là-bas, il a cru au projet, il a mis son argent, il doit pouvoir depuis là-bas régler ses petits problèmes. C'est ça. Vous reviendrez avec moi que l'ambassade du Burkina à Abidjan est toujours le Burkina. Donc c'est comme ça qu'il fallait le voir. Il est effectivement à l'étranger. Ici, on voudrait tout simplement dire que puisque ce sont les Burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur qui financent ces projets,
il n'y a pas de raison que le bénéfice quitte donc l'intérieur de cette population et non pas les territoires. D'accord, on comprend mieux. Et demain, on a dit qu'il y aura le grand lancement, donc, ce qui est donc très, très intéressant. Il y a déjà 4 projets, hein. On a parlé de Sofato, il y en a beaucoup d'autres, hein, avec une société minière semi-mécanisée, un projet de mécanisation et d'intensification agricole, centrale d'achat de produits locaux. Concrètement, pour ceux qui nous regardent, ça va coûter combien au minimum pour pouvoir souscrire? Je pense que c'est important. C'est ça. Aujourd'hui, comme vous l'avez noté, pour devenir membre investisseur dans les entreprises communautaires, vous payez un droit d'adhésion. Il coûte 5 000 francs. Et c'est unique, une fois pour toujours. Okay. Donc, dès que vous avez la qualité de membre investisseur, les parts sociales ont un montant nominal de 10 000 francs. 10 000, okay. Donc, vous avez la latitude de souscrire autant de multiples de 10 000 que vos moyens le permettent. Donc, aujourd'hui, voilà à peu près comment ça fonctionne. Donc, c'est part sociale 10 000 francs, droit d'adhésion 5 000. Part sociale minimum 10 000 francs, pardon. Il serait très heureux que les Burkinabés se mettent à investir 100 000, 1 million, 2 millions, 5 millions. Parts. Voilà, c'est ça. D'accord. Dernière question. Rémunéré pour atteindre l'investissement, c'est ça. Alors peut-être c'est de savoir, c'est vrai, le projet on l'écoute et puis on est emballé, on a envie d'y aller, mais malheureusement on est rattrapé par notre contexte actuel. Il y a la situation sécuritaire, si bien que pour certains investisseurs il y a de la réticence. À l'endroit de ces personnes-là, quel est le message? Nous pensons que aujourd'hui, lorsqu'on pose le diagnostic, on se rend bien compte que probablement, si on s'y était bien pris plus tôt, la paupérisation dont certains utilisent comme élément aussi qui a pu contribuer à l'enrôlement de certains jeunes, si on avait investi dans leur région, dans l'investissement productif, créer des emplois, le président le rappelait que lorsqu'il était à Fada, lorsque vous n'avez même pas la possibilité de boire un bon café, vous êtes facilement mobilisable même pour des causes ignobles. Donc nous leur disons aujourd'hui qu'au-delà du retour sur investissement, nous appelons à la fibre patriotique. En mettant 10 000 francs, 20 000 francs, 100 000 francs, vous avez le sentiment très fort que vous sauvez des vies. Autrement dit, vous empêchez des jeunes à aller à l'enrôlement parce qu'ils auront des emplois. Vous permettez à des mamans d'avoir des débouchés pour leurs matières premières produites en campagne. Donc aujourd'hui, au-delà de la rentabilité, nous pensons que nous allons prudemment aller dans les zones qui permettent aujourd'hui déjà de faire de la culture et dans les zones qui permettent d'accueillir nos unités, nos usines. Nous allons y aller progressivement de sorte à faire de l'APEC un levier de relance économique au fur et à mesure que la sécurité s'installe. Donc à ces personnes-là, leur investissement est aussi une contribution à l'effort de paix. D'accord. En tout cas, on l'aura compris. Merci beaucoup, M. Karim Traoré. Je rappelle, vous êtes le directeur général de l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire APEC. Merci. Et puis bon lancement pour demain. Merci. On va rester en partie économie. Je vais vous accompagner aussi, David Nana, avec ce reportage. On va parler de promouvoir l'entrepreneuriat au niveau des jeunes. Cette fois-ci, c'est à Waiguia, où l'Agence de financement de la promotion des petites et moyennes entreprises, en collaboration avec le programme des Nations Unies, a procédé à la remise de kits d'installation et de fonds de roulement aux jeunes femmes incubées du projet Colibri. Il faut dire qu'il s'agit donc de collaborer, innover pour la résilience des entreprises et des solutions inclusives. Ce sont 85 en tout qui ont été formés en électricité, bâtiment et énergie solaire. Il y a reçu la formation en maraîcher-culture, couture et élevage. Le point nous est fait par Maxime Jean-Eudes Bambara. Ils sont au total 85 jeunes et femmes incubés de la région du Nord à recevoir leur fonds de roulement et leur kit d'installation dans le cadre du projet Colibri, collaborer et innover pour la résilience des entreprises et des solutions inclusives. Des kits composés entre autres de plaques solaires, de machines à coudre, de motopompes, de kits de chauffage, de moulins électriques, de foyers à gaz, d'éleveuses, de congélateurs, de brouettes, de charrettes, d'arrosoirs, d'abreuvoirs et de batteuses. Ce matin, nous avons reçu un fonds de 250 000 francs pour commencer les petits projets. Puisque moi, mon projet vise à ouvrir une boutique de quincaillerie.
Voilà, pour vendre des matériels en énergie solaire, en électricité bâtiment, les plaques solaires, et puis avoir beaucoup d'innovations au sein de Wayuga. Par exemple, les hybrides, les inverseurs et puis les onduleurs en tout cas. Je fais l'agroalimentaire. Ce que nous avons reçu ce matin, en tout cas, nous sommes très émus du don, de tous les dons que PNUD et AFP PME en tout cas, nous ont offert. Nous, incubés, nous disons merci à tous nos encadreurs, à tous ceux qui nous soutiennent et nous disons merci. Ils ont été formés dans les domaines tels que l'agroalimentaire, la maraîchculture, la couture et l'élevage grâce à l'Agence du financement et de promotion des petites et moyennes entreprises en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Selon le directeur général de l'Agence du financement et de promotion des petites et moyennes entreprises, Issa Traoré, le projet Colibri s'inscrit dans la continuité du projet Femmes et Jeunes Entrepreneurs et Citoyenneté, Profejec, projet financé par l'ambassade du Grand-Duché du Luxembourg. Après avoir, n'est-ce pas, incubé les jeunes, il faut leur permettre d'avoir en fait le capital amorçage parce que c'est très important. On a beau avoir une bonne idée, on l'a bien travaillé en incubation, etc. Si vous n'avez pas le premier capital, n'est-ce pas, pour rendre concret votre rêve, ça demeure toujours, n'est-ce pas, une lettre morte. Donc ce projet permet en réalité de leur donner le capital minimum pour pouvoir déjà expérimenter le terrain, pour apprendre davantage du terrain et, n'est-ce pas, concrétiser leurs rêves. Tout en saluant les efforts de l'Agence de financement et de promotion des petites et moyennes entreprises et du PNUD, la représentante du gouverneur, Azarata Dramé, invite les incubés bénéficiaires à un bon usage du matériel et du fonds de roulement reçu. Aujourd'hui, c'est du matériel qu'ils reçoivent, du matériel qui pourra leur permettre de pérenniser les acquis qu'ils ont eus lors de leur formation du renforcement des capacités. Et le message que j'ai pour eux, c'est de les inviter à prendre soin du matériel qu'ils ont reçu. En prenant soin de ce matériel-là, ça va leur permettre de s'affirmer, d'être autonomes et générer en tout cas des activités pour employer donc d'autres jeunes et femmes. Au total, 125 jeunes et femmes, dont 85 de la région du Nord, 20 de la région de l'Est et 20 de la boucle de Mouhoun ont bénéficié du projet Colibri. Cette cérémonie marque donc la remise officielle des kits d'installation et des fonds de roulement. Le montant des subventions par incubé est de 800 000 francs CFA, dont 500 000 en équipement et 250 000 pour le fonds de roulement, soit un investissement de plus de 82 millions de francs CFA pour les 125 incubés. On va ainsi refermer la page économie de ce JDS. On va ouvrir une autre page, c'est celle politique. Pour la page politique, nous avons décidé de nous intéresser au Sénégal. Sénégal qui a connu des heures assez difficiles. On a pu le partager un peu partout à travers le monde, constater un peu ce qui s'y passait. Après, notamment, cette décision de justice tombée dans l'affaire Ousmane Sonko. Et cela n'a pas été du goût de bon nombre de Sénégalais qui se sont exprimés d'une certaine façon. Le regard, en tout cas, il est diversifié là-dessus. Et il n'y a pas que le problème judiciaire qui est posé. Il y a la question de la suite politique du président Macky Sall. Fera-t-il ou veut-il faire un troisième mandat? La question continue de diviser, en tout cas au pays de la Teranga. On l'aborde ici maintenant dans ce JDS, journal du dimanche au soir, avec des Sénégalais qui, eux, vivent au Burkina Faso, au pays des hommes intègres. Nous sommes avec Mamadou Diarra. Il est secrétaire général de la communauté sénégalaise au Burkina. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Nous sommes aussi avec Aruna Diop, il est vice-président du PASTEC au Burkina Faso. Non, vous n'êtes pas le vice-président. C'est Thiam Adama. Thiam, désolé, c'est Thiam Adama. Oui. Bon, vous étiez avec Aruna Diop qui est à côté. Voilà. Thiam, merci d'être là avec nous. PASTEC, c'est le parti de Ousmane Sonko. Oui. Voilà. Merci d'être avec nous. On parlait déjà de cette situation assez difficile donc au Sénégal. Depuis Ouagadougou, comment vous l'avez vécu? Je vais commencer par le doyen Diarra. Bon, avant tout, vous me permettez quand même de cette opportunité, quand même pour présenter mes condoléances les plus attristées au peuple sénégalais.
et puis un prompt rétablissement aussi en tout cas, j'ai dit, vous me permettrez quand même de saisir cette occasion quand même pour présenter mes condoléances aux familles éplorées et puis un prompt rétablissement aussi aux blessés. Donc vraiment, c'est un choc de voir ce qui se passe là-bas chez nous, à distance quand même, de ne pas être là-bas et puis d'avoir vécu ces moments tristes-là. Comment vous les avez vécus? Bonsoir. Bonsoir. D'abord, toute ma satisfaction d'être ici avec vous, avec mon doyen, M. Mamoudou Diarra, tout le plaisir. Donc, concernant la question, comment on a vécu cette situation, c'est avec amertume. Okay. Vraiment, en tant que Sénégalais, vraiment, quand on voit les images qui sont passées, des images inédites qui sont passées chez nous au pays de la Teranga, on nous connaissait en tant que pays pacifique, pays de la cohésion nationale. Quand on voit ces violences-là, vraiment, on ne peut pas trouver les mots adéquats pour qualifier cela. Donc c'est vraiment avec amertume que j'ai appris ces nouvelles au Sénégal. D'accord. Et un grand regret aussi, un très grand regret. D'accord. On avait aussi appris qu'il y avait une volonté aussi au niveau du Burkina pour les Sénégalais qui sont ici de manifester aussi leur colère par rapport à ce qui se passait là-bas. Ça s'est réglé? Comment ça s'est passé, Monsieur Diarra? Non, on a eu... En même temps, tu vois, moi, c'est avec deux casquettes là que je suis en tant que secrétaire général et puis là, avec un membre du parti présidentiel. De Macky Sall, oui. C'est que quand on entend, il vaut mieux prévenir que guérir. C'est ça notre problème en Afrique. Il ne faut pas jouer les médecins après la mort. Quand on a su qu'il y avait, c'est avec un truc, on discutait ça dehors là, c'était un truc de vidéo que des jeunes ils ont fait. Mais actuellement, le Burkina n'a pas besoin de ça. Avec tout ce calvaire qu'il a, les difficultés que les gens se mettent le truc là-dessus. Et puis il y a des affaires, il faut faire très attention. Si tu ne connais pas les tenants et les aboutissants, il faut faire très doucement. On ne doit pas faire tac, vous dites que c'est cassé. Donc c'était une alerte. Mais heureusement qu'on a dû, je pense que là, ils sont revenus aux bonnes humeurs là pour ça. D'accord. Donc on comprend. Mais justement, quand on regarde, l'élément déclencheur, on va dire comme ça, c'est la décision de justice qui est donnée contre Sonko. Et quand on regarde, du coup, en termes d'interprétation, ça veut dire que c'est l'écarté directement aussi de la course à la présidentielle. C'est ce que les Sénégalais n'acceptent pas, par exemple, vous qui êtes de son parti? Oui, exactement. Nous qualifions ce verdict de vraiment comme un couperet qui est tombé sur le président Ousmane Sonko. Et il n'y a pas... je ne peux pas dire que nous sommes surpris parce que le président Macky Sall, à l'entame de son mandat en 2012, il a dit clair et net que je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression. Et depuis cela, depuis le 2012, il ne cesse de le faire. Il a commencé avec deux opposants, en l'occurrence Khalifa Sall et Karim Wade, qui est le fils du président Abdoulaye Wade. Donc le troisième candidat de l'opposition qu'il a voulu liquider, c'était le président Ousmane Sonko. Donc pour cela, il a commencé avec des accusations. Au niveau de son parti même, on l'a accusé de tout. On l'a accusé de rebelle, puisqu'il est du Sud. Ce qui est aberrant. On l'a accusé de salafiste, ce que la population n'a pas digéré. Ils ont créé, parmi tant d'autres, le fameux procès sur la diffamation, alors qu'il n'entendait pas ce n'est pas une diffamation, c'est un ministre qu'on a accusé de détournement d'argent, des milliards, de plus d'une trentaine de milliards. Et le président a dit que ce ministre a été épinglé. Lui-même, en quelque sorte, il a reconnu, jusqu'à aller à la démission. M. Mambaignan, il a démissionné. Il a rendu sa casquette. C'est après qu'il a été rappelé par le président Macky Sall. Donc c'est ce dernier-là qui est revenu. Il y a même un écrivain, quelqu'un qui est de la société civile, qui a rédigé un livre sur ce scandale. Et avec des documents à l'appui. Et c'est ce même monsieur Mambaignan qui est revenu porter plainte contre le président Ousmane Sonko. Et
chaque Sénégalais, ce n'est pas seulement le président. Ça, c'est le cas de diffamation. Donc, voilà. Après, cerise sur le gâteau, il y a, comment dirais-je, l'accusation sur le fameux viol, une mise en scène sur une fille qui travaillait dans un salon de beauté qui s'appelle Sud Beauté. Donc, c'est cela. Et puis, quand on voit cette mise en scène, tous les éléments ont concouru à un complot d'État ourdi au sommet de l'État, avec des preuves à l'appui. Et le premier médecin qu'on a vu, qui a consulté la fille, qui s'est victimisée, le médecin a sorti un certificat médical qui montre clair et net que la fille n'a pas été touchée pendant des jours, qu'il n'y a aucune trace de viol. Mais malgré ça... Attention, on n'a pas parlé des viols parce que là-bas, je pense que le médecin n'a pas confirmé ou infirmé un viol quelconque. Mais selon les témoignages qu'on avait eus, c'est qu'il y a eu des traces de rapport. Non. Le médecin, quand il y a viol, quand il y a viol, le viol, c'est autre chose. La première pièce maîtresse, c'est le certificat médical. Bon, on parlait de présence de spermatozoïdes. Ça aussi, non, ça c'est aberrant. Ça c'est une aberration. D'accord. Bon, mais on ne va pas mélanger les choses. On va pas refaire le procès. Je le connais même. On est de la même ville. Tiens, on va pas refaire le procès. C'est pas le procès qu'on veut refaire. Il n'y a aucune trace. Je peux vous affirmer qu'il n'y a aucune trace de viol. Bon, je vous le confirme. Mais il y a eu ce procès-là, il y a eu la décision qui en est sortie, mais il y a aussi pour beaucoup qui disent que Sonko aurait pu venir à ce procès au moins. Non, je ne suis pas du tout d'accord. Ce qu'il en est, Sonko a donné des garde-fous. Sonko est volontiers pour venir assister. C'est ce qu'il souhaite même. Il a souhaité, 3 jours avant le procès, il a même dit, si vous me garantissez ma sécurité, je vais me rendre à Dakar. À ce moment, il est à Ziguinchor chez lui. Si vous me garantissez ma sécurité, je vais me rendre au procès. Il l'a fait à 2 reprises. Mais, vous avez vu les images, on a cassé sa voiture, on a gazé sa délégation. Il a même frôlé la mort. On lui a versé un liquide nocif qui a fallu coûter sa vie. Donc il ne peut pas, dans ces conditions, il ne peut pas se rendre à ce procès. D'accord. Tiens, mon copain, pour vous, c'est une justice qui a été instrumentalisée. Je vous permets donc à Diarra de réagir. Ah ouais. Là, il faut qu'on replace les affaires là dans leur contexte. Allez-y alors. Parce que là, je ne suis pas d'accord. Tu sais que quel que soit, on peut faire la politique, mais sainement. Mais attends, il faut avoir, je dis même avant, tu sais que quand tu fais des accusations contre un citoyen, que ça s'avère que toi tu dis que tu as les documents, mais avant tout, avant l'affaire de Adji Sarr, il l'a fait avec Mamour Diallo, son ancien directeur, que le gars a bouffé 94 milliards. Il a bousillé la vie de cette personne-là. Après là, il dit que lui, avant, il te dit que non, j'ai les preuves. Arrivé au niveau du juge, il dit qu'il n'en a pas. C'est comme l'affaire de Adji Sarr. Faut pas qu'on se... Tu vois, mon gars, on est des intellectuels, il faut qu'on réfléchisse. On n'est pas des moutons. Un gars ne peut pas, un élu du peuple, un juge, un gars comme Sonko, qui je dis que la population sénégalaise, il y a 41% de cette population qui sont moins de 15 ans. C'est des jeunes qui sont avec lui. Un gars, tu es là, tu as tout, tu as les avantages pour un député. Tu sors pendant un couvre-feu, là tu ne donnes pas le bon exemple. Tu pars dans un truc bordelique. Mais et puis si c'était un kinésithérapeute, c'est un intellectuel quand même. Là tu te dis que mais voilà, le dame, mais c'était des trucs bordel, il faut qu'on se le dise la vérité. Non, je n'ai pas encore fini, on va laisser le temps, il faut me laisser le temps de développer, il a développé, je l'ai écouté. Non, monsieur Thiam. Il faut me donner le temps. Non, mais monsieur Thiam. Mais monsieur Thiam. C'est gravissime. Monsieur Thiam. Non, est-ce qu'on peut se comprendre? Vous me laissez encore, c'est gravissime. Mais monsieur Thiam, on le laisse terminer, vous allez réagir. Je vais réagir. Mais monsieur Diarra. Non, monsieur Thiam, calmez-vous. Mais monsieur Diarra. Non, je vous jure que c'est en train de dire c'est gravissime. Non, monsieur Thiam, mais il y a des propos, on est en télé. Non, on est en télé.
mais c'est pas tout qui s'est dit. Je regrette, je suis désolé. Tiens, comme Diarra, on est en télé, mais c'est pas tout qu'on se dit ici. Non, moi, on va laisser développer. Mais il me laisse développer. Mais je vous laisse terminer. Allez, je vais réagir. On fait les trucs dans son... Tu vois? Je vous laisse terminer. Mais choisissez vos termes et vos propos. C'est important aussi. Mais même vous aussi. Ok, il n'y a pas de problème. Parce que là, tu vois, c'est ça le problème. Les gens ne veulent pas se dire la vérité. Nul n'est au-dessus de la Constitution. Nul, je te dis. C'est pas que après avoir fait tous ces affaires-là, les gars l'appellent. Mais là, il ne vient pas répondre. Ou bien c'est lui qui veut déterminer un itinéraire. Est-ce que là, dans quel pays il a développé et puis avancé qu'on peut faire ça, démocratique? Un gars qui somme. Et puis, le seul premier avant le truc, c'est le président Macky Sall qui est élu là. Jusqu'à présent, c'est son mandat qui est en cours. Non, on va parler de la question Macky Sall. Oui, mais là, sur ce problème, il devait aller répondre. Moi, si je veux briguer la magistrature suprême, on me dit que tu as fait quelque chose. Je passe devant l'État. Pour beaucoup, ça vous permet de réagir aussi, parce que tout à l'heure, Thiam le disait, pour beaucoup, c'est qu'il y a une impression d'instrumentalisation de la justice. Parce que quand on regarde le cas Sonko, il y a eu la diffamation qui est venue, il y a des éléments qui sont venus. Aujourd'hui, on dit, bon, même la question du viol a été réqualifiée, on parle de corruption de jeunesse. Donc ça veut dire que la question du viol, de façon tangible, même la justice reconnaît qu'il y a eu un problème. Par respect pour les institutions, je t'ai dit. Ok. On t'accuse que c'est toi, c'est pas toi, va répondre. Il n'y avait pas un truc là. Quel que soit, le peuple sénégalais est mature. S'ils veulent sanctionner là, ils vont te sanctionner. Mais Abdoulaye Wade, il a perdu. Abdoulaye Wade, il a gagné Abdou Diouf par les urnes. Macky Sall a gagné l'autre là. Si le peuple sénégalais, ils attendaient, ils vont dire que tout ce qu'ils veulent, c'est que le gars aille répondre. Mais justement, Diarra, là, lorsqu'on y arrive, c'est que ce sera. Si d'aventure il y a Macky qui veut faire un troisième mandat, il n'y aura pas Sonko. Il n'y aura pas Sonko. Parce que là, c'est une disqualification. Mais c'est la faute à qui? C'est la faute à Sonko. C'est la faute. Non, on se dit, c'est la faute à qui? On te dit d'aller. Tu ne réponds pas. C'est par contumace qu'on te juge. Et puis ce qui est grave, il est parti se refuser. Tout à l'heure, il me parle d'ethnicisme. Mais c'est Sonko qui commence à l'imposer au Sénégal. Quand il y a un problème, il n'est pas dans sa maison. Vous aurez le temps de réagir. Non, je ne vais pas parler d'ethnicisme. Hein. Il a juste dit que Sonko se retrouvait pas dans la capitale et donc. Mais il est allé où? Il est allé à Dakar. Sonko est allé en Casamance et puis il a barricadé. Laissez-le finir. Non, Sonko a barricadé sa maison. C'était l'insurrection populaire qu'il voulait. Comment lui, il faut. Non, comment tu peux prendre des jeunes? Par son retour, qu'est-ce qu'il a dit? Il est là, il ne peut pas me démentir. C'est le mortel combat. C'est Sonko, ce sont ses propres termes. Qu'il va venir déloger Macky Sall de son palais. C'est sur la route, après Kolda-Velengara, il y a eu un mort que les gendarmes l'ont pris pour aller le mettre dans sa maison. Mais lui-même, il a découvert mortel combat, ce n'est pas mes propos. Hein, que lui, il vient pour prendre le présent. Pour quelqu'un qui a été élu démocratiquement. Donc, M. Diarra, vous allez laisser développer maintenant. On va laisser M. Thiam y aller. Mais on pèse. On se pèse et on se pèse les mots qu'on va. Je sens qu'il y a beaucoup de colère, mais je pense que quand on a appelé deux Sénégalais ici, c'est pas le visage de ce qu'on a vu la dernière fois là qu'on veut sur ce plateau. D'accord. Hein? D'accord. Merci, M. Caboret. C'est va. Monsieur Seva. Monsieur Va. Monsieur Va. C'est V-A-H-A, Vaha. Vaha. Voilà. Oui, je m'excuse. Merci, M. Vaha. Tout d'abord, j'ai rectifié ce qu'il a qualifié mes propos d'ethnicisme. Vous avez écouté. Vous n'avez pas abordé la question de l'ethnicisme. D'accord. On est d'accord. Donc c'est gravissime. Chez nous, au Sénégal, quand tu abordes le mot ethnicisme, c'est grave. On n'a jamais connu d'ethnicisme au Sénégal. Il le faut. Jamais du tout. Aller chez lui, cela ne veut pas dire de l'ethnicisme. Moi, je suis du Nord. Quand je viens à Dakar, je vais chez moi. Mais c'était pas du problème de la Casamance aussi à l'intérieur. Non, c'est une machination. C'est une machination du régime. J'en ai parlé. Au début, on l'a accusé de rebelle. Hein? Pour le noyer. Ça n'a pas réussi. La population n'a pas coopéré. Ils l'ont accusé de salafiste. Ça n'a pas réussi. Ils l'ont accusé de diffamation, de viol, tout. Maintenant, ce qui le reste, c'est le dernier chef d'accusation, c'est corruption de la. Ce qui est ridicule dans un pays de droit. C'est ridicule. Et je dis encore, le salon Sud Beauté, qu'il a accusé de bordel, il n'en est pas. Ce n'est pas un bordel.
Bon, c'est pas un bordel. On va pas employer ces mots ici. Qui a une... Non. On va pas employer ces mots ici. C'est pas du bordel. Moi, je me rends au salon de massage. C'est pas du bordel. Mais tu peux voir... Mais ça, c'est dans l'information que tu vois. Non, je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Monsieur Thiam, on réorganise les choses. Non, mais tout dépend de l'intention. On réorganise les choses. S'il vous plaît. On peut se respecter au moins. Monsieur Thiam. Des gars qui n'ont des masseuses professionnelles. Monsieur Thiam, c'est moi qui vous ai invité sur ce plateau. C'est moi qui vous ai invité ici. Je veux qu'on se respecte. Ou bien, si vous voulez faire la bagarre du chiffonnier, c'est pas sur notre plateau. Non, mais ça non, je ne vous ai pas appelé pour vous parler. Je pense que vous étiez dans le hall tout à l'heure. Vous aviez tout le temps. Vous aviez tout le temps de faire ça. Quand on est ici, pour moi, c'est les idées qu'on pose sur la table et qu'on défend. On n'a pas besoin de s'attaquer. Et bien au contraire, on a voulu inviter le débat ici, entre vous, pour qu'on donne un autre visage, de ce qu'on puisse se parler, on puisse ne pas être d'accord, mais que chacun avance ses idées. Je crois que c'est le principe ici. On va laisser l'affaire Sonko, parce que pour moi, dans ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal, il y a Sonko, mais il y a même aussi le débat Macky Sall. Parce que pour beaucoup, si aujourd'hui Macky Sall avait dit de façon très claire, le troisième mandat, je n'en veux pas, beaucoup ne verraient pas une machination pour faire comme obstacle à Sonko. Certains diraient, Sonko a son problème, il devrait aller y répondre, puisque Macky n'y a rien à voir, il n'a même pas un troisième mandat à faire, il n'est pas intéressé. Mais la vérité que, et là tout à l'heure, je pense que monsieur Thiam le rappelait, c'est que Macky Sall, à un moment donné, lui-même disait, le troisième mandat, il n'en est même pas question, ça ne m'intéresse pas. Il le disait lui-même. Et je me rappelle, on a eu une visite du président burkinabé, Roch Kaboré, au Sénégal. Et alors que M. Roch Kaboré, ancien président, était là, enfin, il était alors président, Macky Sall a été interrogé par les journalistes locaux, les journalistes sénégalais, sur la question du mandat. Il a dit, mais c'est réglé, la Constitution le règle déjà. Et que la question de la limitation, ce n'est pas un débat. Mais aujourd'hui, on a l'impression que ça devient autre chose. Peut-être que vous-même, vous vouliez qu'il fasse un troisième mandat. Est-ce que ça, ce n'est pas le problème aussi? Ce n'est pas le nœud gordien aujourd'hui au Sénégal, M. Diarra? Moi, je trouve que ça, c'est un alibi. Okay. Puisque le président, jusqu'à présent, il a le droit. Les élections, c'est en février. C'est la Cour constitutionnelle qui est au-dessus des gens. C'est eux qui vont dire. Le président, il peut camper pour ne pas dire à quelqu'un. Il a dit au gars, là, le 25 ou plus tard au mois d'août, là. Tu vois, c'est des alibis que les gens passent. Parce que moi, ce que j'ai dit, ce que je ne peux pas comprendre, au nom de ces trois qui n'est pas... Son mandat part jusqu'en 2024. Pourquoi des gens qui sont là pour faire... Regarde ce qu'ils ont fait pour des gens qui se disent de l'opposition, responsables, qui ont brûlé l'université. Non, là, on n'est plus dessus. Non, mais je te le dis, mais parce que c'est le troisième mandat. C'est le troisième mandat que ces gens-là, puisqu'ils attaquent, c'est un point que là-bas, ils essaient. Oui, laissons l'opposition. Intéressons-nous au cas Macky Sall. Non, mais ça, c'est des trucs qui se rapprochent, puisque ce n'est pas des trucs qu'on ne peut pas séparer. C'est une relation de cause à effet. Si on veut aller devant, il ne faut pas qu'on caresse pour toi, il faut aller au fond. Même si vous voulez qu'on ne touche pas à ça, il n'y a pas de souci. Même je dis pour ce troisième mandat. La Constitution sénégalaise dit 2 mandats de 5 ans. 2 mandats de 5 ans. Même si au début, le président Macky Sall, il avait l'intention de faire un mandat de 7 ans et puis de partir. Mais la Constitution est au-dessus du président. La Cour constitutionnelle a dit qu'il ne reconnaît pas ça. Il le reconnaît 2 mandats de 5 ans. Mais on a fait un référendum il y a 2 ans. Cette question-là était liée dedans. Tu sais que la politique, chez nous, c'est un peu bizarre. Abdoulaye Wade, quand ils l'ont fait partir là, Abdoulaye Wade avait le droit de mettre 3e mandat. C'est eux qui l'ont dit même à la fin. Mais ce n'est pas dans ce truc-là qu'il le dit, hein, mais c'est le wak-waket chez nous, c'est-à-dire revenir sur sa parole. C'est lui qui avait promis, mais la Constitution ne le départage pas qu'il peut. En tant que Sénégalais, aujourd'hui même un constitutionnel qui est de l'opposition, j'ai son truc, il a parlé de ça. Oui, mais là, vous reconnaissez qu'il est revenu sur sa parole. Oui, bien, bon, on ne sait pas encore, mais il y a des doutes, il a entretenu des doutes sur sa parole. Moi, je me dis qu'en tant que Sénégalais, je ne sais pas encore qu'est-ce qu'il a décidé de dire. Mais il a le droit.
Si par exemple là, c'est question de parole d'honneur, là c'est autre chose. Mais vous ne pensez pas aussi qu'avec ce qui s'est passé récemment au Sénégal, ce qui est en train de se passer, la question du troisième mandat, ça devient une question principale. Est-ce qu'il ne devrait pas parler? Non, c'est pas... Tu vois que moi, ce que j'aime pas, en tant qu'Africain, on doit prendre nos responsabilités. Il ne faut pas que quelqu'un nous torde le bras pour nous dire qu'il faut aller comme ça. Ou bien un individu vient. Parce que, je vous dis, il y a une question que vous mettez, que tous les gens mettent à côté là. Bientôt, on sera plus riche que la Libye pour le pétrole et le gaz. Ça, les gens, moi je suis économiste, hein, les gens te disent du n'importe quoi. L'effet de surprise va nous créer des problèmes si on ne se prend pas à temps. Je te dis, parce que je pourrais parler des manifestations avec les gens arrêtés. Aujourd'hui, ce n'était pas moi, c'est le ministre des Affaires étrangères guinéen qui a dit qu'il y a 79 Guinéens expulsés qui vont partir. Les 7, c'est avec l'incendie de l'université. Donc vous pensez que dedans aussi il y a de la manipulation? Mais on va avoir le pétrole, tous les pétroles comme le pays comme le Nigeria, tous les pays qui ont ça, ils ont ça. Les autres là, ils n'ont pas d'amis, c'est les trusses et les cartels. Ils ont que des intérêts, ils vont fomenter ces affaires pour que les Sénégalais... Mais l'affaire là, c'est commencé depuis quand? C'est depuis les 2 ans là, 2021 que ça a commencé. Tu sais qu'actuellement, le bateau qui doit faire l'exploit pour le début, il a quitté la Chine, actuellement Singapour. Arrivé à Dakar, ils vont commencer. J'étais là-bas il y a 3 mois. Il faut voir les installations là. Oui, il y a de ces enjeux là. Mais chacun veut... Mais attends, il y a des sociétés pétrolières, mais chacun veut sa part. On comprend alors votre développement, M. Diarra, vous pensez qu'il y a de la manipulation aussi. Je vais revenir vers Thiam. On a quitté maintenant l'affaire Sonko. On est sur la question du peut-être supposé ou présupposé troisième mandat ou possibilité de troisième mandat. En tout cas, on ne sait pas comment on va appeler ça. Dans tous les cas, il y a un président qui ne s'est pas encore clairement exprimé là-dessus pour ce qui est de sa volonté. Mais vous, comment est-ce que vous lisez ce qui est en train de se passer? C'est quand même assez lié aussi. D'accord. Donc, vous parlez de la troisième magistrature. Donc, la troisième candidature, plutôt. Donc, pour rectifier mon doyen Diarra qui dit que dans la Constitution, on a dit 2 mandats de 5 ans. L'article 27 de la Constitution sénégalaise dit clairement que nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. C'est clair et net. Mais avant ça, il est écrit, la durée du mandat du président est de 5 ans. Et de 5 ans. D'accord, je veux. Nul. Et c'est dans le même... Non, M. Diarra, vous avez eu autant d'expressions. Pour dire que... Non, je veux dire que c'est dans... Il faut que je reprécise. C'est l'article 27 de la Constitution qui le dit. L'article 27 ne dit pas nul ne peut faire plus de 2 mandats, ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Il commence par dire d'abord que la durée du mandat du président est de 5 ans. Et après, il dit nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. C'est dans le même article. D'accord. En matière de droit, il y a le texte et l'idée du texte. Tous les deux concourent à la non-candidature de Macky Sall pour une 3e fois. Ce qui sont en train de... Le deuxième quinquennat dont je parle, c'est de la machination au niveau de leur régime. En 2016, j'étais au Sénégal, quand on a fait le référendum, on a levé cet équivoque. Qui dit, attention, vous avez parlé de mandat. Est-ce que vous parlez de quinquennat ou le septennat fait partie de ces 2 mandats? Eux-mêmes, ils sont sortis repréciser. Lui, Macky Sall, lui-même, son ministre de la Justice, actuel ministre de la Justice, et d'autres, sur des plans, partout, ils ont précisé, reprécisé, répété en français et en langue, que ça a été très clair. Jusqu'à ce que même le président a dit que maintenant, on doit laisser cette question. Maintenant, c'est évident que je ne peux plus me représenter. À la veille de l'élection 2019, lui-même, quand les journalistes l'ont interrogé là-dessus, il a dit que moi j'en ai déjà parlé, que je ne peux plus me représenter. C'est mon dernier mandat. Puisque la Constitution dit que nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Quand on dit mandat, le septennat fait partie de cela. Le septennat fait partie de c'est son premier mandat. Donc le président, il est dans son second mandat. En bon français, c'est le deuxième et le dernier. Ce qu'ils sont en train de dire, c'est de la machination. C'est de la mauvaise foi. Vous le dites. C'est de la mauvaise foi encore.
c'est pour brûler encore notre pays. Ils savent que c'est impossible. Ils forcent parce qu'ils ont des avantages qui gravitent autour de Macky Sall. J'allais rester justement avec vous, parce que vous êtes le représentant du parti de Ousmane Sonko au Burkina Faso. Oui. Dans vos réflexions, aujourd'hui, qu'est-ce que vous entrevoyez? De la même façon que vous faites la lecture du droit, en fait, de la Constitution, dans son changement, il y a une décision de justice qui frappe votre candidat aujourd'hui et qui le rend inéligible. Je pense qu'après la décision donnée pour diffamation, il y avait encore des débats sur l'interprétation. Est-ce que parce que il y avait pas de décision, il n'y avait pas de comment dire cela, il n'était pas condamné de façon ferme. Cette fois-ci, il l'est, et on voit un peu le temps, ça le rend directement inéligible. Vous entrevoyez quoi? D'abord, il y a encore l'appel. Pour encore, deuxièmement, ce verdict a été rendu par une justice politique. C'est une justice politique, je le dis encore, qui filtre ces gens. C'est comme une toile d'araignée qui attrape les mouches et qui laisse les lions passer. Donc c'est ça, c'est une justice politique instaurée par monsieur le président Macky Sall à l'entame de son mandat, je vous l'ai dit. Donc, ça ne nous rend pas encore inéligibles. On a un recours. Et encore, deuxièmement, qui plus est, la population n'est pas prête, la population sénégalaise, c'est moi qui vous le dis, n'est pas prête à accepter cette forfaiture. Donc, il y a toutes les germes d'une violence encore. Mais justement, une fois que cette forfaiture est maintenue, parce que c'est injuste, c'est un verdict qui est injuste et c'est une forfaiture qu'on n'acceptera jamais. Le peuple sénégalais n'est pas prêt à accepter cette forfaiture. Justement, parce que vous dites qu'il y a des possibilités de recours et tout. Oui, mais c'est face à cette même justice devant laquelle il n'a pas voulu se rendre. Donc, bon, ce recours n'est qu'à titre, comment dirais-je... Ce sera la dernière question pour vous, et puis j'aurai une dernière question pour M. Diarra. La dernière question que j'aurai pour vous, et après je vais passer à M. Diarra aussi pour une dernière question. Oui. Est-ce que pour le parti PASTEF, c'est possible de penser à quelqu'un d'autre que Sonko? Non, on n'a pas un plan B. D'accord. Je vous le dis qu'on n'a qu'un seul plan B, c'est le président Ousmane Sonko. En 2024, Inch'Allah, il sera élu président du Sénégal. On n'a pas un plan B. En tout cas, ça c'est bien dit. Ouais. Monsieur Diarra, on va terminer avec une dernière question pour vous. Comme je lui ai posé la question, est-ce qu'il ne pourrait pas avoir une alternative, puisqu'il y a un candidat qui est bloqué? Est-ce que le président Macky Sall ne gagnerait pas aussi à clarifier les choses dès maintenant pour apaiser, au nom de l'apaisement qu'on veut? C'est ça que je dis. Moi, avant tout, je lance un appel à cette jeunesse-là pour dire que ce qu'ils détruisent là, tous les trucs là, c'est leur bien. Nous, on est des cinquantenaires, on ne fait plus partie dans ce truc. Macky Sall ne va pas prendre ses BRT, les trucs qui sont cassés. Et puis, c'est l'argent du contribuable. Moi, je me dis qu'avec un truc responsable, les gens devaient les encadrer pour leur dire. Mais quelqu'un qui dit que moi, j'ai là le même... On ne va pas refaire le débat. J'ai dit, est-ce que ça ne serait pas intéressant aussi que Macky Sall précise les choses? Non, il va préciser. Mais tu sais que... Mais pourquoi un citoyen lambda veut torturer le bras du président pour lui dire... Mais le président, il a le temps. D'accord. Il a le temps de le faire. Et puis là, on est en dialogue national. Mais je pense que quand il a appelé les autres là, mais viens, l'Afrique, c'est le continent à palabre. Même chez les Israéliens, ils font des trucs là. Des fois, ils font un cessez. Viens et puis tu poses les trucs. Il y a des intellectuels qui sont dans les gars parlent. Moi, tout ce que je demande, c'est que la paix revienne au Sénégal, au Burkina, partout. Mais il faut que les gens... Mais c'est pas la discussion, le dialogue là. On peut se le mettre mot, le dialogue. C'est fini, hein, c'est fini. Non, M. Thiam, c'est fini. Parce qu'on va aller dans les derniers mots, on ne va pas s'en sortir. C'est fini. On observe en tout cas ce qui se passe dans votre pays et on espère que les choses vont s'apaiser. Parce que c'est, comme je dis, le Sénégal, c'est un exemple qu'on regarde depuis et on ne veut pas que ça bascule d'une façon ou d'une autre. On veut que cette stabilité-là continue. En tout cas, merci à vous, M. Thiam, d'être passé sur ce plateau. Merci aussi à vous, M. Diarra. Non, en tout cas, Thiam, c'est un frère. Tu vois, les débats politiques, c'est houleux, ça va, mais après, chacun va vaquer à ses occupations. Et puis, je remercie bien les 3 TV de nous avoir donné l'opportunité. Mais tu vois, le champ politique, c'est toujours comme ça. Mais quand on sort, c'est autre chose. On le comprend. Et puis, il y a les couloirs pour ça. Vous allez continuer de discuter d'ailleurs. On va ici passer à une autre frange de notre émission. Ça sera la partie culture et c'est après cette transition.
Nous allons avec l'association Tafé Vision qui a présenté à la presse le 9 juin le film intitulé Au pied du mur de Ebobi Yasmine Delia Ido. C'est une scénariste et réalisatrice de burkinabé, un court métrage de son projet Ido court, métrage acte 2, et le message qui parle du mariage forcé et précoce dans les contrées du Burkina Faso. L'élément est signé Alexis Belemnaba. C'est un court-métrage qui parle de l'histoire d'une jeune fille burkinabé de 17 ans, Marietou, qui vient d'obtenir une bourse d'études pour continuer ses études à l'international. Un film intitulé Au pied du mur de Eboni Yasmine Delia Ido, une sénatrice et réalisatrice burkinabé. Promise au mariage par ses parents à Fousseni, le marabout du village, Marietou va refuser ce mariage au péril de sa vie. Tenter de fuir sa famille, Marietou sera vite rattrapée par ses parents pour honorer leur engagement vis-à-vis du marabout. Le marabout, de son côté, va continuer dans sa dynamique d'épouser cette petite fille qui voit ses rêves se briser. Menacé par ses premières épouses, les femmes du village et des cauchemars, le marabout est contraint d'abandonner son projet. Selon les données du programme CHAM de l'ONG Plan International, près de 3 millions de filles au Burkina Faso ont été mariées de force, dont une fille sur 5 avant ses 15 ans. Pour cette nutritionniste de formation qui vient de faire ses premiers pas dans le domaine du cinéma, le message est clair. Contribuer à la réduction de cette pratique qui met en danger la vie des jeunes filles. Le cinéma est venu à moi parce que moi j'aime à la base beaucoup écrire sur les sujets qui me passionnent et sur les sujets auxquels je veux donner en fait plus de voix. Donc le déclic est venu après l'adaptation d'une de mes nouvelles en court-métrage. Et je me suis dit, tout le monde ne sait pas lire. Et pour moi, le cinéma était la clé pour faire passer le message à plus de personnes. La réalisation de ce film est à l'initiative de l'association Tafé Vision à travers le projet Ido Court-Métrage 2. Un projet qui a permis de former 10 femmes en écriture de films sur les violences basées sur le genre, à l'instar de la réalisatrice de ce court-métrage. On accompagne les filles à l'écriture des scénarios d'abord. Et aussi, on mise beaucoup sur la formation en prise en compte du genre dans les productions audiovisuelles. Parce que, comme on sait, les médias ont été l'un des plus grands vecteurs des inégalités. Donc, on travaille à ce que les films qu'on fait puissent aussi promouvoir l'égalité et lutter, comme je l'ai déjà dit, contre toutes les violences basées sur le genre. Les problèmes de mariage forcé, ici, le cas des filles promises, ce sont des choses qui existent partout en Afrique. Donc ce film-là, vous l'avez constaté, il est fait en langue bambara. Et il y a beaucoup de pays dans la sous-région qui parlent le bambara. Donc c'est un film, on va dire, pour toute l'Afrique et toute la sous-région. Présenté à la presse ce 9 juin, la prochaine étape de ce projet est de travailler à une large diffusion de ce film. L'idée étant de contribuer à un changement positif en faveur de la jeune fille et la réduction des inégalités basées sur le genre au Burkina Faso et en Afrique. Nous allons terminer par la dernière des rubriques, c'est le sport. Et pour la partie sport de ce journal dimanche soir, nous l'annoncions en titre, il y a donc ce sacre de Manchester City. C'était hier, Manchester qui remporte la coupe aux grandes oreilles et qui a eu à croiser les crampons avec les Italiens. C'est l'Inter qui, en tout cas, aura tenté de résister, mais c'est un but qui aura donc tout changé. Je suis rejoint par Claude Romba. Bonsoir Claude. Bonsoir Geoffroy. Merci d'être avec nous. Très ravi, donc, comme chaque dimanche d'ailleurs. Voilà. Et donc, on ne peut pas si bien commencer par cette Ligue des Champions qui a connu son dénouement. L'apothéose était donc hier, on l'a vu avec le sac de Manchester, enfin le sac de Manchester City qui a réussi à s'imposer par la plus petite marque, mais que ce fut dur, mais également aussi que ce fut long.
en tout cas l'attente, parce qu'on sait que Manchester City qui avait donc été racheté par les Émiratis, par le fonds émirati depuis, je crois, 2008. Donc je pense que c'est un projet qui a commencé depuis 2008 pour évidemment remettre cette équipe-là au goût des couleurs, parce que c'est une équipe qui avait à un moment donné connu beaucoup de difficultés, et donc juste après le rachat de cette équipe, on a fait venir Roberto Mancini pour évidemment donner plus de couleurs à cette équipe. Et c'est vrai que Mancini aussi, qui est un vieux de la vieille et qui a frappé le coup avec bien entendu la recrue très chère de l'époque qui était Robinho, qui avait été donc shippé au Real Madrid. On avait vu en tout cas que les choses avaient, les couleurs étaient annoncées avec cette équipe de Manchester City. Et après, Manchester City réussit donc à prendre la coupe, la FA Cup, qui était sa première coupe depuis 35 ans. Et voilà, et l'aventure continue avec cette équipe de Manchester City. Après, Mancini qui ne réussit pas, évidemment, beaucoup par rapport à l'objectif des Émiratis. On le remplace par Pellegrini qui arrive. Pellegrini aussi qui essaie donc de mettre cette équipe-là à un certain niveau, et ça a marché tant bien que mal, puisque 44 ans après, donc Manchester City est sacré champion d'Angleterre, et en Ligue des Champions, c'est vrai que Manchester City, qui n'arrivait pas à franchir les phases de poule, Mancini a réussi donc à franchir les phases de poule, mais était chaque fois éliminé aussi en huitième de finale. Pellegrini aussi a réussi quand même, il faut se rappeler, à hisser cette équipe en demi-finale. Et après, la révolution est venue avec Pep Guardiola en 2016, et qui réussit véritablement à faire basculer cette équipe de Manchester City dans une autre dimension. Et 7 ans après, il réussit bien entendu à remporter le Graal. Je pense que c'est bravo, mais aussi beaucoup d'argent ont été engloutis pour réaliser évidemment cette performance. Mais quand on regarde, c'était pas une grosse finale, hein. C'était pas l'éclat des finales qu'on a. Bon, il y avait aussi la pression de l'enjeu. On voyait des joueurs qui à 50-60 minutes étaient déjà pris de crampes. Ça s'explique, c'est quoi? C'est la pression du moment, c'est quoi? Au-delà de la pression, nous sommes en fin de saison. Voilà, quand vous voyez Manchester City qui a été sacré champion d'Angleterre, mais comment? Avec évidemment... C'était un sprint, il y avait un sprint à la fin. Un sprint, surtout Arsenal aussi qui ne lâchait rien. Il y avait également aussi, vous savez qu'en Angleterre, c'est de gros matchs. Donc évidemment, arrivé à un certain moment, il y a la fatigue, et qui plus est, réalise le doublé en Angleterre, c'est-à-dire la Cup, et évidemment le titre de champion en Angleterre. Je pense que c'est assez éprouvant. Ensuite encore, vous êtes encore sur un autre tableau qui est la Ligue des Champions, et que vous arrivez comme ça, donc à même enlever le Real Madrid. Et vous êtes en finale, vous êtes ici en finale. Je pense que c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup d'influx nerveux aussi qui ont été dépensés, et c'est normal, hein. Nous sommes en fin de saison, les muscles qui ont été mis à rude épreuve sont véritablement éprouvés, et donc on comprend, hein, que des joueurs n'arrivent pas, et que voilà, c'est insupportable, parce que le niveau est tellement élevé. Vous avez vu Kevin De Bruyne qui se blesse également lors de cette finale, hein. On a eu peur, hein, par rapport à 2021 où il s'est blessé également en finale, où en tout cas il a été je dirais mis à l'écart, hein, par un joueur de Chelsea, et Chelsea avait remporté donc cette finale. Donc on avait cru, hein, revoir le syndrome. Vous avez vu Pep Guardiola même qui s'est mis pratiquement à genoux donc dans sa surface technique. C'est dit que c'était un match qui lui tenait à cœur. Il a dit nous aujourd'hui on n'a pas été beau, mais il fallait qu'on gagne ce match, parce que c'est tellement dur de gagner la Ligue des Champions que il faut savourer ce moment-là, et ça s'est vu, hein. Et aujourd'hui pour plusieurs techniciens, on a vu que Pep Guardiola a réussi quelque chose, parce qu'il a compris. C'est un Pep Guardiola qui a beaucoup mûri par rapport donc aux années antérieures, parce que qui était obnubilé par évidemment l'évolution du jeu, peut-être obnubilé par les statistiques, qui était obnubilé par le beau jeu, mais il a compris aujourd'hui. Quand on regarde un peu cette équipe de Manchester City, c'est pratiquement l'équipe la plus équilibrée de Manchester City, parce que lui il avait surtout beaucoup, il faisait beaucoup de déséquilibre, et avec une équipe qui est totalement portée vers l'avant. C'est vrai que quand pour gagner, il faut marquer un but de plus que l'adversaire, mais évidemment aussi
aussi, il faut savoir que pour gagner aussi, il faut savoir aussi défendre. Et je pense qu'il a compris et il a bien appliqué cela. Et on a vu une équipe de Manchester City très équilibrée, un match qui était vraiment équilibré entre les deux équipes. Et évidemment, il n'a pas fait de folie, il n'a pas fait ce que certains appellent la pépologie, parce que évidemment, en essayant toujours d'apporter quelque chose de nouveau, d'apporter quelque chose d'innovant, d'apporter quelque chose de surréaliste, et même il éprouve ses joueurs. Et je pense que cette fois-ci, quand même, il a eu la sagesse de pouvoir comprendre que le football, c'est aussi un équilibre. Il faut pouvoir donc beaucoup de maîtrise. Voilà, il faut pouvoir faire beaucoup de maîtrise et réussir cela. Il y a quand même aussi l'Inter Milan. Quand on regarde, ils doivent leur arriver, on va dire comme ça, à la finale, par les arguments défensifs. Et ça, on l'a vu, parce que quand on regarde Manchester City, quoi qu'on dise, c'est une foudre. Ça n'allait de rien quand on regarde le match d'hier, mais quand vous avez des finisseurs qui n'ont pas besoin d'avoir dans un seul match 12 touches pour vous faire 2-3 buts, quand on parle du jeune Haaland, ça veut dire qu'une petite erreur, c'est au fond. Et quand on regarde, à chaque fois, il y avait des rideaux, il y avait des gens qui coupaient devant, et c'était difficile, vraiment difficile pour Manchester de s'en sortir. Non, mais Manchester était prévenu, il savait qu'il jouait quand même l'Inter. L'Inter aujourd'hui, et quand on connaît le football italien avec ce fameux catenaccio qui fait qu'aujourd'hui la rigueur défensive, la rigueur tactique des Italiens était là. Et puis quand vous connaissez Simone Inzaghi également aussi, qui est un grand tacticien, donc on ne pouvait pas s'attendre à un match aussi facile que ça. Et je pense que voilà, c'est ce que je disais tantôt, parce que s'il avait fait l'erreur de vouloir donc trop chambouler ou en tout cas l'attaque à outrance, il sait que c'est une équipe, l'Inter c'est une équipe qui sait souffrir. L'Inter c'est pas comme le Real. Voilà, l'Inter est habitué à plier mais à ne pas rompre. Donc les assauts répétés sur sa défense. Le Barça aussi. Voilà, les assauts répétés sur sa défense, ils sont habitués à ça. Et je pense que leur ADN, ils sont préparés à cela. Ils étaient préparés donc à attendre cette équipe de City, surtout que devant ils ont des joueurs comme Lautaro Martinez qui sont assez efficaces, ou encore Romelu Lukaku qui sont capables donc de marquer, et donc pour pouvoir égaliser avec cette équipe de l'Inter, ça allait être très éprouvant. Donc ils ont compris, City a compris, City a été patient, City a joué son jeu, City a été plus équilibré, ils n'ont pas attaqué, il n'y a pas eu une attaque à outrance comme face au Real pour pouvoir faire la différence rapidement, parce que voilà, les Italiens aussi ils ont ce mental là, donc il fallait être très prudent, parce que devant l'Inter c'est pas le Real, l'Inter c'est pas une équipe anglaise, c'est une équipe italienne avec la culture tactique, avec tout ce qu'ils ont comme rigueur défensive, tout ce qu'ils ont comme je dirais ce sont des morts, ce sont des lâcheriens comme on les appelle. Donc à partir de ce moment là, quand on connaît cette culture là, il connaît très bien cette culture italienne, donc à un moment donné il a compris que bon, il fallait attendre juste le bon moment pour pouvoir porter l'estocade, et bon, Rodri vient au bon moment, et puis bon voilà, ça permet donc à Manchester City de gagner. Manchester City, vous le disiez depuis 2016, c'est de gros investissements, mais il y a beaucoup de leçons. Depuis 2008. Voilà, depuis 2008, c'est de gros investissements, on dira. Bon, 2016 avec l'arrivée de Pep, tout à fait, c'est de gros investissements, mais au fond, il y a beaucoup de leçons. Ça paraissait assez ouvert, avec un Barça qui n'était pas si pimpant que ça, avec un Real qu'on sentait quand même essoufflé, hein. Depuis même on le voyait déjà en championnat, donc ça paraissait quand même assez ouvert. On parle de l'argent, mais il y a Paris qui nous prouve que l'argent ne peut pas tout faire. Oui, mais aujourd'hui, si vous voyez que les Émiratis ont réussi, avec le président Al-Moubarak, ont réussi véritablement, je vous l'ai dit, depuis 2008, nous sommes en 2021, ça fait quoi, 15 ans? Voilà, donc je pense qu'ils ont mis beaucoup de temps pour pouvoir le faire. Donc, comme on dit, Rome ne sait pas construit en un jour. Donc je pense que du côté de Paris, il faut cette orthodoxie d'organisation qui va lui permettre évidemment de basculer donc dans le cercle des grandes équipes. Voilà, vous voyez Mbappé qui essaie donc de secouer le cocotier à chaque saison pour permettre donc de mettre l'équipe de Paris à ce niveau-là. Vous avez vu que au niveau donc
de Manchester City, je l'ai dit, ils ont commencé avec qui? Roberto Mancini. Quand on connaît Mancini également, très respecté dans le milieu du football par son aspect, non seulement parce que c'est un grand tacticien, un grand technicien, mais très organisé. Et il est à cheval sur les principes, pas forcément les principes du jeu, mais il est à cheval sur les principes, qui fait que l'organisation, c'est l'équipe d'abord. Je pense que c'est l'institution d'abord qui passe. Il n'y a pas de starification. Il n'y a pas de star comme ça. Et Pellegrino aussi était dans cette façon de faire là. On ne parle même pas de Pep. Voilà, Pep, c'est ça. On a vu, tu ne peux pas avoir la tête. Il vient, il casse tout le monde. Kolo Touré, il a cassé, il a fait pour beaucoup. Il est raciste. Alors, il n'est pas raciste. Mais pour lui, c'est l'institution. Voilà, je pense qu'il faut mettre quelque part aussi cela en ligne de mire. Et je pense que peut-être que c'est ce qui manque un peu au PSG. Parce que vous l'avez vu, hein, ils ont viré à combien de reprises leur directeur sportif, qui est le véritable patron au niveau donc de Paris. C'est Babé. Je pense que c'est toute cette question-là mérite d'être, mérite d'avoir réponse. Et à partir de ce moment-là, Paris pourra donc bâtir une équipe basée sur l'institution PSG et non sur des individus qui font la grosse tête ou en tout cas la star manière et tout. Parce que Paris est plus dans le bling-bling. Voilà, le bling-bling qui attire et qui brille. Voilà, au fond, le fond n'est pas suffisamment solide. Voilà. Et je pense que peut-être qu'ils ont voulu faire comme les Galactiques au temps du Real Madrid, le Real avec les Galactiques, avec l'épisode des Galactiques où il fallait acheter tout le monde pour pouvoir faire et cela. Mais au-delà de tout, il y avait quand même un aspect organisationnel sur lequel on s'appuyait. Et puis autre réalité. Autre réalité. Les clubs jouent sans complexe aujourd'hui. Donc voilà. Mais on va dire c'est fini. Les gens ils ont maintenant le regard vers les mercato. Est-ce que ça bouscule? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a un autre sujet qu'on doit aussi aborder assez rapidement. Non, il est évident que pour le moment, c'est vrai que c'est le Real qui tient le bon bout avec Jude Bellingham qu'ils font signer. En tout cas, je pense que ça c'est l'un des gros coups du marché des transferts parce que réussi donc à faire venir cette pépite anglaise du côté donc du Real. Et aujourd'hui, le Real a compris que son gros chantier aussi va rester le milieu de terrain parce que ce que vous voyez, vous avez vu donc que ce soit Luka Modric ou en tout cas Toni Kroos aujourd'hui, ce ne sont plus des jeunes jeunes. Donc à un moment donné aussi, il va falloir injecter du sang neuf et je pense que le Real l'a si bien compris en allant chercher en tout cas un garçon comme Jude Bellingham qui va venir. Vous savez qu'ils ont déjà Tchouaméni, ils ont également aussi beaucoup de jeunes joueurs. Je pense qu'à ce niveau-là, peut-être que le Real va encore animer le marché des transferts parce que vous connaissez donc Florentino Pérez qui adore ça, qui ne désigne pas. Ensuite, vous avez également aussi Manchester City, également aussi ils ont les moyens pour aller donc chercher évidemment une grosse star quelque part parce que vous connaissez Pep également. Pep, lui, il est plus réservé donc dans les choix qu'il fait, mais c'est sûr que il va vouloir aussi renforcer parce que derrière aussi voilà, il y a des gens qui vont libérer. Donc je pense que le marché des transferts sera beaucoup animé et j'espère que les Burkinabés vont l'animer davantage avec pourquoi pas Edmond Tapsoba, voilà, qui pourrait quitter Leverkusen, pourquoi pas, parce que il a une cote qui est assez intéressante et il est bien entendu dans le viseur de certains clubs. On espère que ça va arriver. Ben, comme c'est dans les coulisses, ils sont là pour parler. On ne peut pas encore dire ce qui se passe, mais on espère que les Burkinabés vont véritablement l'animer parce que, comme vous l'aviez dit, il y a quand même des joueurs burkinabés qui sortent la tête de l'eau. Hein. C'est ça. Voilà, c'est vrai que Dango Ouattara a déjà signé du côté donc du côté de l'Angleterre, j'oublie son nom. Ça va venir, voilà. ça va venir. Donc déjà, on peut dire que pour moi, je pense que les Burkinabés doivent être plus actifs sur ce marché des transferts parce que évidemment. Mais ça aussi, ça va avec des agents qui bousculent. Bon, c'est vrai que c'est le côté des stats aussi. Hein. C'est les stats, les agents il y a des agents qui doivent bousculer. Mais c'est vrai que quand on prend le cas que vous citiez tout à l'heure de Leverkusen, Edmond Tapsoba, on dit bon, comme Deco allait de l'autre côté, il y a de fortes chances. Bon, c'est des affinités aussi, quelquefois ça se joue à rien. Oui, ça se joue à rien. Je pense qu'également aujourd'hui, quand vous regardez parmi il est jeune. D'abord, il est jeune. Il est performant. Il est performant. Ensuite, quand vous le regardez évoluer, il a une progression, une grosse marge de progression. Et évidemment, quand on regarde ça, je pense que ce sont des indicateurs que les recruteurs regardent beaucoup et qu'ils sont capables de casser leur tili par rapport à ça parce qu'ils savent qu'il est jeune, il progresse et qu'on peut l'utiliser pendant quelques temps encore pour le revendre. Donc, je pense que ça aussi, ça compte. Donc, voilà.
maintenant, comme tu l'as dit, entre ça également aussi, il faut aussi avoir des agents qui sont capables d'aller titiller, qui sont aussi capables, parce que la valeur du joueur seul ne suffit pas aussi. Il faut aussi savoir qu'il faut aussi qu'il y ait tout un staff technique derrière pour pousser, aller donc négocier des vrais, de bons contrats pour les joueurs. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Voilà. Des informations avant de passer au cas Mohamed Lamine Ouattara? Des informations avant de passer au cas Mohamed Lamine Ouattara, bien sûr. Okay, bien entendu. Les préparations du match des étalons qui doivent jouer donc dans quelques jours face à l'équipe des requins bleus de Cap-Vert. Ce sera donc dans le cadre donc, de la 6e jeu des éliminatoires donc, de la CAN 2023 du côté donc, d'Abidjan. C'est vrai que le Burkina Faso est qualifié parce que le Burkina a 10 points, mais ça va se jouer entre le Togo. Il y a également ce match qu'on va bien suivre entre le Togo et Eswatini, ou Eswatini-Togo. Parce que vous savez que dans le groupe là, il y a une équipe qu'on attend pour accompagner le Burkina Faso donc à la CAN. Le Cap-Vert a 7 points, Eswatini 2 points et Togo 2 points. Il faut dire que le Togo a quand même une chance de pouvoir se qualifier, a toujours ses chances de pouvoir se qualifier, mais pour cela, le Togo doit absolument battre l'équipe d'Eswatini lors de cette 6e journée, avant donc de croiser l'équipe du Cap-Vert en septembre prochain. Ça sera donc Togo-Cap-Vert pour la 6e et dernière journée. Je pense que en cas de victoire du Togo, ça leur fera 5 points. Voilà. Et le Cap-Vert, si le Cap-Vert ne gagne pas face au Burkina Faso, c'est encore ouvert pour l'équipe du Togo. En cas de victoire du Cap-Vert sur le Burkina Faso, ça ne sera fini parce que le Burkina Faso et le Cap-Vert seraient donc les deux équipes qualifiées. Mais cela encore, je ne pense pas que le Burkina Faso va faire son déplacement du côté donc, de Praia en victime résignée, bien au contraire. Je pense que c'est l'occasion également aussi, comme certains le disent, de pouvoir donc voir à l'œuvre un certain nombre de joueurs, parce que ça reste également aussi un challenge pour l'entraîneur Hubert Velud, parce que là, il a l'occasion de montrer que les deux matchs, la double confrontation contre le Togo, où il a été beaucoup critiqué par la qualité de jeu des étalons, là il a l'occasion de montrer que effectivement ce n'était pas un problème de coaching, mais c'était peut-être un jour sans pour les étalons, et qu'on pourra pouvoir voir la véritable marque de Hubert Velud sur cette rencontre-là. Et moi je l'attends de façon express pour véritablement juger du niveau et de la qualité donc de l'entraîneur Hubert Velud. Et il faut le dire également aussi dans ce cadre-là, et dans cette même je pense que la Fédération burkinabé de football a invité tous les supporters à sortir massivement pour le dernier entraînement des étalons qui aura lieu au stade Issoufou Joseph Konombo mardi prochain à partir de 16h30, donc pour voir l'équipe des étalons et communier avec permettre au public de communier avec les joueurs avant de s'envoler pour Praia, où va se jouer donc ce match face donc à l'équipe du Cap-Vert. Voilà, pour être un peu plus complet sur cela. Et si vous voulez encore une information qui nous vient du ministère des Sports et des Loisirs, du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, bien entendu, parce que l'appellation a changé, vraiment une très bonne nouvelle qui nous ravit. Voilà, parce que la polémique qui avait enflé autour donc des salaires, du salaire des entraîneurs nationaux qui n'étaient pas payés, ou en tout cas des arriérés de salaire, c'est pas encore fini certes, mais je pense que ça fait bouger les lignes. Voilà, une partie a été, je ne sais, oui, ça a été épongé, si on peut le dire ainsi, puisque le ministère a reçu les 19 entraîneurs, c'est-à-dire que les entraîneurs nationaux et les stars, c'est-à-dire que 19 entraîneurs, et a pu leur remettre un salaire de 6 mois à chacun. Donc je pense que c'est déjà intéressant. C'est vrai qu'il va rester encore, parce qu'on parle de 12 mois, de 13 mois et de je crois 13 mois et 14 mois, un truc comme ça. Oui, mais dans tous les cas, on avait eu les explications un peu du ministère qui avait parlé de contrat objectif et tout. Donc on comprend un peu. On comprend un peu aujourd'hui. Donc au moins 6 mois ont été payés aux 19 entraîneurs. Je pense que c'est déjà pas mal pour voir la suite. D'accord. On avait dit qu'on garderait un sujet, c'est celui Mohamed Lamine Ouattara. Tout à fait. On apprend
pour ceux qui ne savent pas, il évolue du côté de l'Algérie, dans un club algérien, et il a d'énormes difficultés, 6 mois à ne pas recevoir son salaire, on ne vous fait pas jouer et on refuse de vous faire partir, même quand il y a des propositions. Non, mais je pense que pour cette partie de l'Afrique là, où les pays, où les joueurs africains vont pour monnayer leur talent, je pense que l'alerte a été maintes fois donnée par ceux qui ont déjà traversé ou ceux qui sont passés par l'Algérie comme professionnels. Généralement, en Algérie, on ne tient pas parole, ou en tout cas par rapport donc aux contrats ne sont pas forcément bien respectés. Et donc je pense que la sonnette d'alarme avait été tirée ici par Bansé qui avait même demandé à ce que Mohamed Lamine ou en tout cas Ahmed Belem ne signe pas du tout du côté donc de l'Algérie, parce que voilà, c'était assez compliqué par rapport à cela. Mais bon, je pense également aussi que ça n'avait pas été bien perçu par les uns et les autres, parce que bon, on dit toujours de faire attention. Et quand vous ne faites pas attention, après vous êtes pris au piège, parce que vous voulez jouer, il y a l'euphorie, et les managers et les agents ne prennent pas toutes les dispositions. Mais Claude, dans son cas, il y a quand même un peu de méchanceté. C'est-à-dire, vous ne jouez plus de matchs parce qu'on ne vous classe pas. Et il veut nous se faire prêter. Il veut se faire prêter. On ne veut pas vous prêter. On refuse. Il y a des propositions, on ne veut pas. Mais ils veulent vous tuer, et en termes de tuer votre carrière, c'est ça. Mais c'est là aujourd'hui, il faut que les agents et les joueurs burkinabés aussi apprennent à défendre leurs intérêts. Je pense qu'on peut aller. Je vois que là, il est allé à la rupture de son contrat pour pouvoir être libre et puis donc évoluer. Voilà une autre option. Je pense qu'il fallait vite prendre la décision à un moment donné quand on sent qu'on est grugé. Et puis bon, il y a également aussi la FIFA et la CAF qui sont là. Je pense qu'on peut, on peut les interpeller. C'est vrai que la procédure prend du temps, mais vous finissez par avoir gain de cause aussi. Oui, mais c'est récurrent. Concernant, je veux dire, c'est comme vous dites, partie du continent, c'est récurrent que nos joueurs soient traités de la sorte. Si ce n'est pas des joueurs burkinabés, c'est d'autres nationalités. Je vous prends un exemple simple. D'Afrique, qu'on appelle ça, sous le Maghreb, mais c'est souvent comme ça. On se demande, est-ce que ça se passe aussi avec les nationaux? Non, ça va être difficile que ça se passe comme ça avec les nationaux. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut mettre les garde-fous. Quand on partait signer un contrat, il faut mettre les garde-fous. Moi, je pense que j'ai discuté avec Raïm Oudraogo qui me disait, quand il avait envoyé Ahmed Belem, il a dit non, dans le contrat, on a pris nos précautions et on a bétonné à ce niveau-là. S'ils font 1 mois, 2 mois, s'ils ne payent pas le joueur est libre. Ok. Voilà. Donc, il faut aussi mettre ça dans les... Parce que, comme on n'a pas confiance, on sait qu'au bout de... Il peut avoir... Pour qu'il n'ait pas plusieurs mois d'arrêt de salaire, dans le contrat, si vous mettez 2 mois d'arrêt de salaire, c'est suffisant pour qu'on dénonce le contrat. Et que c'est suffisant même pour que le joueur soit libre de tout engagement. Et je pense que là aussi, ça leur met la pression pour qu'ils puissent tenir parole. Je pense également aussi qu'il faut peut-être travailler à ce niveau-là, sur les questions juridiques, sur les questions de contrat, pouvoir mettre des termes des termes, des filtres pour permettre donc de pouvoir se prémunir de tout ça. Et puis continuer aussi de se plaindre au niveau des instances. Et continuer de se plaindre au niveau des instances. Ça ne se répète pas de façon impunie. De toutes les façons, je pense que la CAF, la CAF a des moyens de pression sur les équipes. C'est-à-dire que soit quand vous êtes engagé en campagne africaine, soit on retient là-bas directement pour payer le joueur, soit évidemment il y a tout un mécanisme qui est là. Et donc on finit toujours par payer les joueurs. Maintenant il faut aussi oser, il faut aussi que ces joueurs aussi acceptent de pouvoir d'aller jusqu'au bout. Alors que là, les joueurs, surtout burkinabés, on a toujours peur donc de mener le combat, parce qu'on s'est dit que bon, si jamais je me plains parce que je suis floué dans mes droits, si je me plains, c'est qu'aucun club ne va me prendre là. Et c'est vrai qu'ils sont intimidés. Ils sont menacés à un moment donné, ça il faut le dire, parce que c'est pas aussi simple que ça. Mais en même temps aussi, il faut avoir la carapace nécessaire pour dire, bon, écoutez, quand je dois défendre mes droits, quand je dois défendre mes intérêts, je les défends crânement. Voilà, crânement. Et voilà, c'est l'occasion aussi d'interpeller les agents pour ne pas donc exposer leurs joueurs comme ça. Parce que si vous êtes un agent de joueur et que le joueur, par exemple, dans cette interview-là, où était l'agent du joueur? Je pense que c'est des questions comme ça. Voilà, il faut être auprès des joueurs. Il faut aussi donc au niveau donc des contrats, il faut se faire accompagner par des
des experts en la matière. Voilà, un cabinet juridique qui vous accompagne, pourquoi pas, par rapport donc à tout ça. Et ça permet évidemment de se prémunir et d'avoir donc les coups de franche pour évoluer. Vous avez 1 mois d'arriéré, 2 mois, vous tentez de partir, on refuse, mais il faut casser le contrat. Bon, je pense qu'il a cassé, on espère que ça va bien continuer pour lui, mais c'est interpellateur, hein, parce que ces exemples-là sont légion et c'est dommage de voir que ça arrive très souvent à nos joueurs qui sont à l'extérieur et surtout dans cette partie-là du continent, donc au Maghreb. Merci. Tout à fait, mais on sait que la CAN, ça aura lieu en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a dévoilé, c'est ça, donc la mascotte de la CAN 2023. Évidemment. C'est vrai que... c'est quoi, ça ne vous emballe pas ou quoi? Je sais pas, c'est joli, on va dire comme ça, mais je n'ai pas vu beaucoup plus de créativité que ça par rapport donc à cela. Je ne sais pas si on l'a ici, j'ai pas vu beaucoup plus de créativité que ça par rapport donc à qu'est-ce qui manque? C'est quoi, la touche africaine, c'est quoi? Peut-être moi la touche africaine, l'identité ivoirienne qui devait peut-être ressortir. Il y a assez d'orange blanc vert là-bas. Bon, orange blanc vert, ce n'est que voilà. Donc moi peut-être que j'aurais voulu avoir quelque chose d'assez original qui voilà, comme ce qui s'est passé du côté du Cameroun, voilà. Même en Afrique du Sud, même si c'est pas la CAN, c'était le mondial par exemple. Tout à fait. On a carrément africanisé la fête. Hein. Tout à fait. Je pense que c'est beau, c'est vrai, c'est beaucoup plus simple, c'est beau, mais je m'attendais véritablement à quelque chose de plus innovant et extraordinaire que ça, parce que c'est quand même la Côte d'Ivoire, quoi, parce qu'on y va. Voilà, donc la fête, mais ça n'enlève à rien à la qualité donc des infrastructures qui sont en Côte d'Ivoire, parce que le stade Félix Houphouët-Boigny est en train donc de s'achever. Et quand vous voyez déjà les images du stade Félix Houphouët-Boigny, waouh, on est content, parce que là, vous voyez que la Côte d'Ivoire, on ne s'est pas amusé, hein. Je pense que ils ont mis les petits plats dans les grands. Que ce soit Kourougo est un nouveau stade, San Pedro est un nouveau stade. Vous avez le stade de Bouaké également, le stade de Yamoussoukro, voilà, le stade de Mbimpe, Abidjan également, donc le stade Félix Houphouët-Boigny. Donc quand on voit ça, waouh, on dit vraiment que c'est beau, quoi. Voilà. D'accord. Et on a hâte d'y être. C'est vrai que le Burkina Faso est déjà qualifié, on a hâte d'y être et que bon. Pas seulement d'y être, de revenir avec la coupe. Merci. Merci bien, Claude. C'est avec ce soir qu'on va terminer aussi ce JDS, journal dimanche soir qui prend fin ici et maintenant. Merci d'avoir été des nôtres. Merci d'être resté en notre compagnie. On se dit à dimanche prochain et d'ici là, portons-nous bien.